Bonjour à tous et toutes et tous. Donc, je vais lancer ce premier webinaire et je remercie tout d'abord tout le monde d'être venu participer à cette première pour la CPI, premier webinaire d'une série de 3 que nous organisons sur un sujet on ne peut plus d'actualité, le télétravail. Donc, la CPI organise cet événement pour la première fois dans ce format, dicté par les circonstances et qui, j'allais dire, fait écho au thème du jour. Et c'est un format qui remplace nos habituelles matinales, qu'on espère grandement pouvoir organiser à nouveau dès l'année prochaine. Alors, nous avons souhaité ouvrir la participation à cet événement d'aujourd'hui aux membres de l'association, bien sûr, mais également à un public non membre, à des collaborateurs, des confrères et des professions amis. Et je vais me permettre de dire 2 mots de l'association pour commencer, pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent peut-être pas encore. Donc la CPI est une des plus anciennes associations parmi de nombreuses autres dans le domaine de la propriété intellectuelle, puisqu'elle a été fondée en 1884 et c'est une association principalement caractérisée au sein de tout ce lot d'associations par le fait qu'elle regroupe des dirigeants de cabinets de conseil en propriété industrielle. Elle a donc vocation à représenter les intérêts de notre profession, à la fois sur le plan national et le plan international. Et à ce titre, la CPI est la branche française de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle, ce qui permet donc à ses membres de bénéficier et de participer à des travaux de plus en plus intéressants, notamment pour ce qui concerne la gestion des cabinets et aux réflexions de cet important réseau de confrères à l'étranger. Le webinaire d'aujourd'hui illustre le rôle que nous souhaitons faire jouer à l'association dans la formation et la formation de ses membres pour tout ce qui concerne, outre bien sûr les questions relevant de notre exercice professionnel, de la gestion de nos ressources humaines, de la gestion administrative et financière de nos cabinets, de la digitalisation, enfin tous les défis qu'un dirigeant de PME aujourd'hui se doit de relever dans ces temps on ne peut plus difficiles et que nous abordons au sein de l'association dans l'échange et la discussion entre pairs. Donc plus nous serons nombreux, mieux nous pourrons défendre nos intérêts et plus notre intelligence collective dans ces cadres d'échange sera productive. Donc à ceux des confrères conseils en propriété industrielle qui ne seraient pas encore membres mais présents aujourd'hui que ça l'intéresserait, je précise que les conditions d'adhésion ont été adaptées pour permettre de bénéficier de cotisations fortement réduites les 2 premières années, le temps justement que les nouveaux membres puissent s'assurer de l'intérêt des travaux de ce qui est un sympathique club de dirigeants de cabinet. Donc n'hésitez plus et rejoignez-nous. Alors concernant le thème du jour, le télétravail, pourquoi avoir choisi ce thème? En fait, nous avons choisi de consacrer 2 des 3 webinaires, donc le prochain sera également consacré à ce thème du travail à distance, après que nous ayons analysé les résultats de 2 sondages que nous avons réalisés d'une part à la CPI en mai dernier et notre compagnie, la CNCPI, a fait un sondage dans lequel il y avait des questions similaires en juillet. Et ces 2 sondages visaient à prendre le pouls de la profession frappée par la crise du Covid-19 et ce entre 2 confinements. Et parmi les questions de ces sondages figurait la manière dont les cabinets géraient le télétravail avant, pendant et après ce premier confinement. Les enseignements des réponses étaient les suivants. Avant la crise, nous n'avions que 25% des cabinets répondants qui indiquaient avoir mis en place des dispositifs de télétravail. Pendant la crise, 70% nous indiquaient avoir mis en place des dispositions de télétravail pour leurs équipes de conseil, 60% pour les autres catégories de personnel. Et à l'issue de la crise, on retrouve nos 25% qui prévoyaient de continuer à recourir au télétravail, mais on avait également un chiffre qui nous a interpellés de 60% de cabinets qui s'interrogeaient. Et c'est cette interrogation massive de nos confrères sur ce sujet plus qu'émergent qui nous a motivés à consacrer nos webinaires à cette question en espérant contribuer ainsi à leur réflexion et aider à leur prise de décision. Alors le programme du jour basé sur ce programme et visant à répondre à tout cela, nous avons convié nos amis du think tank Emerize et j'en profite pour remercier Catherine Sauva d'avoir accepté cette invitation et de pouvoir ainsi nous permettre d'avoir le retour d'expérience non seulement de nos confrères conseillers en propriété industrielle, mais également d'autres professions libérales
confrontés aux mêmes interrogations et je pense dans un échange qui nous permettra de confronter les solutions et les difficultés qu'on a pu déjà identifier. Donc ça sera l'objet d'une première table ronde. Pour nous aider à structurer notre réflexion et notre approche de ce sujet, je suis aussi très heureux que Caroline Del Torchio, qui est directrice du cabinet Identité RH, ait également accepté de nous apporter son regard d'expert. Caroline est une grande spécialiste du sujet du télétravail, du travail à distance, et elle n'a pas attendu le confinement pour s'intéresser à cette question. Et elle publiera d'ailleurs en début d'année un livre sur le sujet. Avant d'être une conséquence de la crise sanitaire en cours, le télétravail, c'est tout d'abord la conséquence logique des processus de digitalisation et de numérisation, de dématérialisation en cours dans nos entreprises depuis de nombreuses années. Il nous a semblé donc important de compléter ce premier éclairage en abordant le sujet des nouveaux outils numériques qui permettent d'organiser cette transition le plus efficacement possible. Et Éric Tonnelier, de la société Data V3, qui connaît bien notre profession puisqu'il intervient auprès de certains de nos confrères, a accepté, et je le remercie, de nous présenter un panorama des outils qu'il nous faut connaître pour pouvoir assurer cette transition dans les meilleures conditions. Donc je le remercie vivement aussi. Une dernière précision avant que nous commencions. C'est toujours compliqué dans le cadre de webinaires d'interagir, c'est toujours frustrant en tout cas. Mais on souhaite, si possible, pouvoir répondre en direct à des questions. Pour ce faire, donc on a veillé pour la bonne tenue à couper les micros de tout le monde, mais vous pouvez interagir via le chat et je vous invite, s'il y a des questions à soumettre, je ferai le relais et de me les adresser donc à Marc Leviels par le chat. Je les noterai au fur et à mesure et dans la limite du temps qu'on arrivera à consacrer à ces échanges, bien entendu, je transmettrai les questions aux intervenants au fur et à mesure. Donc maintenant, nous sommes tous impatients d'entendre nos intervenants et je passe donc tout de suite la parole à Catherine pour commencer la table ronde. Catherine, à toi. Merci beaucoup Marc pour cette présentation et cette introduction. Donc, je suis secrétaire générale du cabinet Santarelli, mais également présidente du think tank MRISE qui regroupe les professions réglementées du chiffre et du droit. Donc, pour cette table ronde, elle va être articulée en deux parties. Une première partie, gains et avantages pour le salarié, également pour l'entreprise, et également une deuxième partie qui sera les obstacles et les inconvénients, toujours pour le salarié et pour l'employeur. Je vais développer la première partie. La deuxième partie sera développée par Anne Villa du cabinet Rogimbaud. Et nous avons invité Virginie Velu, qui est associée d'un cabinet d'expertise comptable pour avoir son point de vue, et Olivier Baumard, qui représente la profession des notaires. Donc, bien évidemment, on ne peut pas décorréler le sujet du télétravail sans parler du confinement. Mais l'objet de cette présentation est néanmoins d'expliquer comment on peut organiser le télétravail dans une optique beaucoup plus classique que dans cette période de confinement. Mais force est de constater que sans le Covid, le sujet du télétravail n'aurait pas été abordé si vite. Parmi les salariés qui ont télétravaillé durant le confinement, 75% souhaitent continuer l'expérience au cours des prochains mois. En revanche, tout le monde n'est pas d'accord sur la durée idéale. 40% des salariés souhaiteraient 2 jours de télétravail par semaine, qui leur semble être une bonne moyenne, et 21% des salariés seraient prêts à opter pour la semaine intégrale. Toutefois, le retour d'expérience de la période de confinement a montré plusieurs choses. Les avantages du télétravail, ils sont indiscutables, mais également ses limites et les risques associés, et notamment un renforcement des inégalités et l'apparition de fragilité. Mais attention, le télétravail confiné ne ressemble en rien à du télétravail classique. Aujourd'hui, il faut faire le bilan et voir comment capitaliser sur cette expérience. Il apparaît évident qu'aucun retour en arrière n'est possible. Le télétravail fait et fera désormais partie de notre mode de travail et de notre mode de vie. La question va donc porter sur son organisation, comment limiter les effets négatifs afin d'en tirer tous les bénéfices, tant pour les salariés que pour les employeurs. Au niveau des gains et des avantages pour le salarié, une enquête menée par l'Aubergo, Impact du télétravail, donne plus de précisions sur le motif de satisfaction pour les salariés. Amélioration de la qualité de la vie personnelle,
95% des personnes sondées indiquent une amélioration liée au télétravail par rapport au travail traditionnel. 89% diminution de la fatigue physique liée au transport. 86% des sondés estiment que le télétravail va améliorer leur productivité et 84% amélioration de la qualité de vie au travail. Effectivement, on voit bien que la qualité de vie, c'est quelque chose de fondamental et surtout pour les travailleurs en Île-de-France qui ont des temps de trajet importants et donc le télétravail leur permet d'avoir un niveau de bien-être bien plus élevé. Il est indéniable que le transport est un facteur important de stress et de fatigue par la durée, par les nombreuses perturbations, les grèves, les accidents voyageurs, etc. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Qui dit télétravail dit amélioration du sommeil, donc moins de stress, davantage de temps pour les loisirs, les activités personnelles, familiales, être présent pour ses enfants qui rentrent de l'école, etc. Il y a même, et on le voit régulièrement, des velléités de s'installer en province, toujours pour dans un but d'améliorer la qualité de vie, parce que la province, plus d'espace, un coût de la vie moins élevé, surtout en termes immobiliers, etc. Et en envisageant des déplacements réguliers sur Paris ou sur tout autre site professionnel. Les autres avantages pour les salariés, c'est une plus grande autonomie dans la gestion des tâches. Également une meilleure concentration, ce qui, de fait, entraîne une meilleure productivité. Également une meilleure gestion du temps de travail. Je vais passer la parole à Virginie, qui est associée donc d'un cabinet d'expertise comptable, pour lui poser quelques questions. Quid chez vous du télétravail? Est-ce que vous l'aviez déjà mis en place avant le confinement, de façon ponctuelle ou généralisée? À quelle fréquence? Un jour, 2 jours plus? Quel poste et quelle catégorie de salariés étaient concernés? Est-ce que c'était plutôt les cadres, les employés ou de façon complètement indifférenciée? Virginie. Merci Catherine, merci de cette présentation. En fait, comme tu l'as très bien souligné, je crois que le sujet du télétravail s'est vraiment posé chez nous à l'occasion de ce confinement. Alors en fait, avant le confinement, le télétravail, on y avait recours, mais de façon, je dirais, pas organisée dans le sens où il n'était pas prévu dans le contrat et il n'était pas du tout formalisé, mais il était plus de fait, c'est-à-dire que on a quand même constaté, et les constats que tu produis là sur les gains et les avantages pour le salarié, je dirais que c'est aussi pour l'employeur parfois un avantage, c'est qu'il nous arrive très régulièrement, en tout cas avant le confinement, il nous arrivait très régulièrement de permettre à des collaborateurs ou à des collaboratrices de rester à domicile pour travailler parce que c'était pour eux un moyen de s'isoler et de se trouver en capacité de passer un moment sans être dérangé sur des dossiers parfois un peu complexes qui nécessitaient de ne pas être dérangés par des appels téléphoniques ou bien par des interventions d'autres collaborateurs. Alors moi, je dois préciser que mon cabinet se trouve sur plusieurs implantations géographiques, mais que le plus gros de mon cabinet se trouve en région. Donc je ne suis pas confrontée aux difficultés de transport que l'on rencontre à Paris et effectivement je fais tout à fait la différence entre les collaborateurs basés dans mon cabinet en région et ceux basés à Paris qui bien souvent ont entre 1h30 à 2 heures de trajet chaque matin et chaque soir et pour qui cet élément-là est un élément complémentaire à prendre en compte. Donc en fait, nous, on l'utilisait, le télétravail, plutôt comme une façon d'améliorer la productivité des collaborateurs, de leur permettre de travailler dans de bonnes conditions, de se concentrer sur un dossier et de pouvoir passer un délai qui n'aurait pas été possible de passer en travaillant au bureau. Donc évidemment, ça suppose que la personne en question, ça s'adressait tout particulièrement plutôt à des responsables de clientèle ou à des responsables de pôle ou à des responsables de mission, donc des gens en charge en fait de produire des études un peu complexes sur les dossiers. Et c'est vrai que pour tous les autres collaborateurs et toutes les autres collaboratrices, on n'était pas très enclin à favoriser le télétravail parce qu'il y a la difficulté de l'autonomie.
et que on voyait pas bien comment permettre à des personnes qui ne sont pas en autonomie sur leur travail de travailler malgré tout en équipe et de communiquer de façon aisée et fluide avec le reste de l'équipe. Donc c'est la raison pour laquelle, avant le confinement, on était plutôt sur des profils élevés et plutôt dans quelque chose de pas formalisé et mis en application en fonction du travail. Ou alors on pouvait également autoriser du télétravail lorsque une jeune femme ou enfin un papa ou une maman se trouvait dans l'obligation de garder un enfant malade à domicile, sans possibilité de le faire garder. Il nous arrivait très régulièrement d'autoriser le télétravail dans ces circonstances-là. Donc voilà ce qui était pour nous d'avant le confinement. Merci Virginie pour ton retour d'expérience. Maintenant, je m'adresse à Olivier. Au niveau des notaires, que vous en étiez où? Alors bonjour à tous. Alors je vais évidemment pas m'exprimer au nom de tous les notaires. L'idée c'est plutôt de vous faire un retour d'expérience sur ce que nous avons mis en place sur 14 pyramides notaires, qui est une structure, pour vous donner un ordre d'idée, d'une centaine de collaborateurs et de 15 associés. Alors avant le confinement, on n'avait pas du tout de télétravail qui soit mis en place. D'ailleurs, on était à ce point rétif qu'on ne parlait pas de télétravail, mais on parlait plutôt de travail à distance. Le travail à distance chez nous était exceptionnel sur autorisation express de l'associé, et en général visait plutôt à absorber les pics d'activité et ou les problèmes personnels de type, effectivement, comme l'a souligné Virginie, de garde d'enfants. Alors pourquoi est-ce qu'on avait cette réticence vis-à-vis du télétravail qu'on appelait d'ailleurs travail à distance? Simplement parce qu'en fait on n'avait pas encore eu l'occasion de l'éprouver. On n'était pas équipé pour le télétravail, et finalement ce choix d'équiper tous les juristes en ordinateur portable s'est fait en 2019 lorsqu'on a préparé notre déménagement et qu'on s'est dit que dans de nouveaux locaux avec plus d'espace, ça pouvait être intéressant finalement de faciliter la transversalité entre les collaborateurs et de leur permettre de travailler à l'intérieur des locaux de manière mobile. Et donc, on a équipé l'ensemble des juristes, c'est-à-dire à peu près les 3/4 de l'étude, en PC portable. Bien nous en a pris, puisque lors du confinement, lorsqu'il a fallu basculer brutalement du jour au lendemain en télétravail, ça a été pour nous évidemment une petite rupture en termes de culture, mais surtout on a pu mettre en place ce télétravail de manière assez techniquement réussi, et fonctionnellement ça a donné lieu quand même à quelques ajustements, mais c'était globalement on s'en est plutôt bien sorti. On s'en est bien sorti, mais seuls les juristes, c'est-à-dire en fait les personnes qui, comme l'évoquait Virginie, étaient plutôt des personnes autonomes sur leur travail, ont pu être mises en télétravail. Nous, les fonctions support se sont mises en télétravail pour certaines d'entre elles, mais de manière beaucoup plus difficile, parce qu'il a fallu acheter des ordinateurs un peu en panique. Et finalement, le bilan qu'on a fait de ce premier confinement a été plutôt bien réussi pour les juristes, mais pour les fonctions support, ça nous a été difficile, aussi parce que dans le notariat, il y a quand même beaucoup de papiers à manipuler, et on a été un peu pris de court. Donc le télétravail aujourd'hui, le télétravail jusqu'à présent, on l'a un peu subi, pas encore organisé, mais on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Merci Olivier pour ton intervention. Donc maintenant, nous allons aborder les gains et les avantages pour l'entreprise. Selon une étude du cabinet de conseil Willis Towers Watson, 4 employeurs sur 10 ont observé une meilleure productivité de leurs salariés, un engagement renforcé et des niveaux de bien-être plus élevés. En préambule, on va dire que le confinement, on va redire que le confinement a été un facteur d'accélération, parce qu'il a fallu accélérer la dématérialisation, accélérer la digitalisation et accélérer l'accès au télétravail, puisque ça a levé les barrières psychologiques dont vous avez témoigné et que nous connaissons tous dans nos cabinets respectifs.
Au sein de notre cabinet, nous avons eu de nombreuses discussions sur la mise en place du télétravail avant le confinement et effectivement, il y a quelques réticences qui peuvent s'entendre. Comment on fait pour gérer des équipes qu'on voit plus, la perte de contrôle, etc. Et même si on était dans un process de dématérialisation avancé, il a fallu mettre les bouchées doubles et la dématérialisation n'est plus une option ni une marotte d'informaticien, mais une réalité pour pouvoir réussir le télétravail. J'ai une autre question pour toi, Olivier, parce que au niveau des notaires, on a le sentiment que la profession était en avance sur les outils par rapport à d'autres professions, au niveau de la dématérialisation, de la signature électronique, de l'horodatage de documents, etc. Donc, on avait le sentiment que vous étiez prêts. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait des écarts de pratique importants que vous auriez pu échanger avec d'autres études notariales? En fait, je pense qu'il faut probablement distinguer deux aspects. Il y a un premier aspect qui est celui que tu soulignes, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, le notariat, sous l'impulsion du Conseil supérieur, a mis en place un certain nombre d'outils technologiques assez avancés pour permettre la signature à distance, pour permettre effectivement les visios avec les clients dans des conditions sécurisées. On téléacte beaucoup les actes qui sont signés. Donc il y a effectivement une avancée technologique assez forte. Maintenant, sur la partie télétravail, on est un petit peu comme toutes les autres entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation qui soit faite aux notaires de télétravailler, d'équiper leurs collaborateurs d'ordinateurs portables. Et finalement, d'une étude à l'autre, on s'est tous retrouvés de manière très disparate, ceux qui avaient équipé leurs collaborateurs, ceux qui ne l'avaient pas équipé, ceux qui n'envisageaient pas de faire du télétravail et souhaitaient conserver leur étude ouverte. Et sur ce point-là, il y a eu une disparité assez forte, alors que sur le plan de l'équipement technologique pour exercer notre métier, c'est assez homogène. Merci. Un des autres avantages en termes de productivité, enfin pour les entreprises, c'est la productivité. On la retrouve du côté des salariés, mais également au niveau de l'employeur et un engagement renforcé. Effectivement, le fait de ne pas avoir de temps lié au transport domicile-bureau génère moins de stress, donc des collaborateurs plus sereins et des premières études commencent à apparaître pour mesurer l'accroissement de la productivité qui pourrait être de l'ordre de 5 à 30%. De plus, les salariés sont moins dérangés dans la journée. Il n'y a pas les gens qui arrivent dans votre bureau de façon un peu intempestive et qui vous interrompent dans votre travail de réflexion. Un des autres avantages qui est quand même aussi important, c'est que ça fait baisser l'absentéisme et le turnover, car les collaborateurs sont motivés et donc beaucoup plus enclins à s'engager pour l'entreprise. C'est également, et on avait eu l'occasion déjà de s'en rendre compte, un avantage concurrentiel, car aujourd'hui les salariés recherchent une flexibilité au travail pour leur permettre un équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Parmi les autres avantages dont on peut parler, c'est les réductions en perspective, hein, parce que ça veut dire que les structures peuvent réfléchir à une réduction des charges immobilières, mais également des charges de fonctionnement, parce que il y a moins de besoins en termes de locaux, surtout dans nos activités de prestations intellectuelles où le ratio de mètres carrés par salarié est quand même assez élevé, que nous sommes souvent dans le centre de Paris, et que les loyers représentent un des postes de coûts fixes les plus élevés après les postes relatifs aux rémunérations. Aujourd'hui, à La Défense, par exemple, ils prévoient un taux de vacances de 30% de leurs locaux. Donc, ça veut dire quand même l'importance l'importance qu'attachent les entreprises à cette étude de réduction des locaux. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le télétravail, ça peut être un élément rassemblant. Parce que la distanciation physique contraint à échanger davantage, à aller à l'essentiel. Dès lors, lorsque les salariés sont présents sur leur lieu de travail, le contact direct permet une plus grande cohésion. Et c'est à ce moment-là qu'on retrouve le sens de l'intelligence collective. Et ça, c'est quand même fondamental pour une entreprise.
Je vais laisser la parole maintenant à Anne, qui va nous présenter les obstacles et les inconvénients qui sont liés à la mise en place du télétravail. Anne. Anne, tu n'as pas de micro. Ton micro est désactivé. Voilà. Il est désactivé. Oui. Est-ce que vous m'entendez? On n'entend pas, Anne. C'est bon? C'est bon. Ah, oui, j'ai des fenêtres qui s'affichent. Mon son se coupe régulièrement. Je dois le réactiver. Alors, concernant effectivement les obstacles et les inconvénients, bon, Catherine a parlé des avantages, ils sont nombreux et indéniables. Le confinement a été l'occasion d'expérimenter le télétravail dans un mode dégradé. Donc, il faut garder à l'esprit que c'était vraiment un mode dégradé qui s'est fait dans l'urgence. Certains salariés réticents y ont trouvé des avantages, mais il faut noter que beaucoup de salariés, même les plus enthousiastes au début, ont pu en voir les limites, et il en va de même des managers et des employeurs. Alors, quand on parle d'amélioration de la qualité de vie, certes, le télétravail, la limite des transports ont amélioré la qualité de vie, mais il faut garder à l'esprit que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et que pour certains, le télétravail a aussi des obstacles et des inconvénients. Alors, il y a un certain nombre d'études qui ont pu être faites récemment, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je sais qu'il y a des débats sur les chiffres. Bon, néanmoins, ce qui ressort de façon assez générale, c'est qu'en premier lieu, ça concerne les cadres des métropoles, les professions intellectuelles supérieures, les activités de service. Pourquoi? Parce que pour télétravailler, surtout télétravailler dans les bonnes conditions et bénéficier des avantages dont va parler Catherine, il y a des prérequis indispensables. Bon, le premier, on le connaît, c'est la nature du poste. Tous les postes ne le permettent pas ou avec la même facilité. Vous avez également les niveaux d'équipement informatique, la qualité du réseau. Pourquoi les cadres des métropoles? Parce qu'on connaît la carte du territoire en termes de qualité de réseau. Selon que vous êtes en zone rurale ou urbaine, vous n'avez pas la possibilité de bénéficier de la même qualité de connexion. Niveau d'équipement informatique, on sait que les entreprises ne sont pas toutes équipées de la même façon et n'équipent pas non plus leurs salariés avec les mêmes outils de performance. Système d'information, comme l'a expliqué tout à l'heure clairement Olivier, pour pouvoir télétravailler, encore faut-il que l'entreprise ait en amont mis en place les outils qui le permettent, à savoir la dématérialisation, la digitalisation des dossiers, ce qui ne se fait pas en 15 jours, évidemment, parce que le but du télétravail, c'est pas de demander aux salariés d'aller télétravailler avec des brouettés de dossiers papier. Donc, les entreprises qui n'ont pas mis en place ces outils en amont ou qui l'ont mis de façon partielle ne peuvent pas donner à leurs salariés des moyens très efficients pour faire du télétravail. Sachant qu'à cela, on peut ajouter ce dont il a été fait mention tout à l'heure, qui est également l'accès à des outils de travail collaboratifs qui ne sont pas mis en place non plus de la même façon. Bon, je ne vais pas développer le sujet parce qu'il fait partie justement du troisième thème des conférences, mais selon que vous avez accès plus ou moins à ces outils de travail audio-visio, vous avez la possibilité d'avoir des réunions, des échanges interactifs qui bénéficient à la qualité de votre travail. Bon, à ces éléments, vous avez effectivement un autre qui est important, qui est lié au logement personnel du salarié, avec la possibilité de s'isoler, de concentrer. Selon que vous avez un logement spacieux ou pas, les capacités d'avoir un espace dédié où vous êtes sur votre table du salon, vous ne travaillez pas dans les mêmes conditions. Alors évidemment, ça, j'en parle, c'est hors, bien sûr, situation exceptionnelle du confinement rigoureux qu'on a pu connaître en première partie d'année, où là, vous aviez en plus votre conjoint en face de vous, sur la table, qui télétravaillait toute la journée, avec en bruit de fond les enfants qui n'étaient pas scolarisés, ce qui là n'était plus simplement des inconvénients, mais pour certains pouvait être un vrai parcours du combattant. Alors, quand on parle d'obstacles et inconvénients, il ne faut pas sous-estimer l'ampleur des difficultés ni des risques pour les salariés. Il y a évidemment les éléments que je viens de mentionner qui sont des éléments externes, mais dans les obstacles à un télétravail efficace, il y a un élément central qu'il faut prendre en compte, c'est le salarié lui-même. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne en termes de
moyens, mais tout le monde n'est pas non plus à égalité en termes d'autonomie. Tout à l'heure, Virginie a exprimé les difficultés pour certaines catégories de population. Il est évident que pour faire du télétravail, il faut avoir un niveau d'autonomie sur différents plans. Vous avez l'autonomie technique, évidemment. Hein. On a tous eu des collaborateurs qui avaient des difficultés à se connecter, à utiliser des outils de communication audio et visio, que ce soit Zoom Team que tout le monde utilise aujourd'hui, à travailler en paperless. Si votre assistante met 2 mois pour réussir à faire un partage d'écran, il est évident que c'est très compliqué de faire du télétravail avec elle. Vous avez également l'autonomie métier, le niveau de compétences qui a pu, en période de confinement et de télétravail forcé, révéler certaines surprises, de bonnes surprises, hein, dans certains cas. On a pu voir des collaborateurs qui s'avéraient plus autonomes qu'on pouvait l'imaginer, mais également des moins bonnes surprises où certains étaient beaucoup moins autonomes que ce qu'on imaginait depuis des années. Pourquoi? C'est simple, parce que quand vous êtes en présentiel, que vous avez des collègues autour de vous, voire que vous êtes dans un open space, c'est très facile de poser des questions sur les dossiers incidemment. Ça passe dans le flux des conversations générales. Quand vous êtes seul derrière votre ordinateur, c'est beaucoup plus compliqué. Vous n'avez pas la possibilité d'appeler 10 fois par jour vos collègues pour leur poser des questions, ou alors les lacunes et les difficultés deviennent visibles. Et pour beaucoup de salariés, ça devient vraiment un élément bloquant qui soit les contraint à montrer leur défaillance, soit les contraint à essayer de les masquer et à se débrouiller tout seul, avec là pour le coup de vrais risques pour les dossiers. Puis vous avez un autre élément qui là non plus n'est pas facile à gérer, c'est l'autonomie personnelle et psychologique des salariés. Et là, je crois que le gouvernement d'ailleurs s'est exprimé sur le sujet, puisque j'ai vu que le ministre du Travail a indiqué la mise en place d'un numéro vert de soutien psychologique pour les salariés. On sait très bien que tout le monde n'est pas à égalité face à l'isolement en termes métier, mais l'isolement physique. Certains collaborateurs expriment qu'ils ont beaucoup de mal à travailler, à ne pas voir leurs collègues, à être seuls chez eux. Ce qu'il faut garder à l'esprit quand on parle d'espace professionnel, c'est que certes, il y a des avantages à ne pas aller au bureau tous les jours, mais l'espace de travail est aussi un lieu de socialisation qu'il ne faut pas sous-estimer. Et ces obstacles et ces inconvénients ont des conséquences, qui sont un risque de stress accru et de burn-out qui a été constaté. La contrepartie du confort dont parlait Catherine à être chez soi, c'est une modification de la place même du travail qui devient un élément parmi d'autres de la vie du salarié. Le sens du travail change, mais également vous avez la frontière entre le professionnel et le professionnel qui devient floue si ce travail est généralisé. Il devient très difficile pour les salariés, quand on est chez soi, de décrocher. J'ai tendance à rester finir mon travail le soir parce que je n'ai plus cette limite qui est le temps de transport. Je suis directement sur place, donc je n'ai pas de raison de me déconnecter. Et sans compter que l'absence de transport dont parlait Catherine est effectivement, et c'est indéniable, une qualité, un avantage pour certains salariés qui en avaient, qui ont 1 heure, 1 heure et demie de transport par jour dans des conditions compliquées. Mais la contrepartie de cette absence de temps de transport, c'est aussi la sédentarité qui est accrue. Et c'est pour certains collaborateurs l'absence d'un sas de décompression qui était un moment important d'aération entre le lieu professionnel et le lieu personnel et qui se perd quand on est sur place. Oui, voilà, quand vous éteignez votre ordinateur, vous passez de votre bureau personnel au canapé qui est 2 mètres plus loin et vous ne sortez pas de chez vous, ce qui peut créer en contrepartie du bien qui est lié à l'absence de fatigue des transports, une autre forme de fatigue et une autre forme de stress sur lesquels il convient d'être très vigilant. Alors, à cela, on peut ajouter un autre risque, celui de l'isolement et du décrochage qu'on a pu constater. Quand on parle d'isolement, c'est l'isolement physique, la tendance à se recroqueviller sur soi-même sur lequel il faut être vigilant, mais vous avez aussi l'isolement dans les interventions avec les autres. On a tous eu l'occasion de tester des réunions en distanciel, comme maintenant, et on a tous constaté que une réunion à distance, ça s'organise pas, ça se prépare pas et ça ne se gère pas comme une réunion en présence. Il est plus difficile d'intervenir dans une réunion à distance, de prendre la parole qu'en présentiel. Vous voyez, par exemple, là, vous me voyez,
Mais moi, je ne vous vois pas. Donc, je ne sais pas quelles sont vos réactions. Je ne sais pas si vous êtes en train de faire vos mails. Je ne sais pas si vous êtes fasciné par ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, je n'ai pas la possibilité, n'ayant pas cet indicateur, d'adapter mon discours aux réactions. Et pour certains salariés, c'est un élément qui est extrêmement compliqué et qui est même bloquant lorsqu'il s'agit de prendre la parole en réunion. Et si je ne prends pas la parole, si je n'exprime pas mes idées et mes opinions, je ne suis plus visible de mes collaborateurs ni de mon manager. Et si je ne suis plus visible, est-ce qu'on va m'oublier? Quel va être l'impact sur mes carrières professionnelles, sur la promotion, sur les augmentations? Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai questionnement que certains salariés sont amenés à se poser et qu'ils ont par ailleurs exprimé. À cela s'ajoute un élément qui n'avait peut-être pas été mesuré au départ, c'est que le distanciel fait perdre l'intérêt de tous les éléments physiques extérieurs de statut. Ce qui peut avoir un impact d'un sentiment de dévalorisation et de perte de statut, principalement pour les cadres. Je ne suis plus dans le grand bureau devant lequel tout le monde passe et qui conduit les collaborateurs à venir me saluer matin et soir. Je suis derrière mon ordinateur et dès lors, on me contacte si on a besoin de moi, si je suis à même de répondre aux questions, s'il y a une vraie raison. Et pour certains collaborateurs qui sont habitués à voir du monde, à être très entourés, ça peut être un élément perturbant. Aujourd'hui, une des particularités du distanciel par rapport au présentiel, c'est l'importance de la stature qui remplace sur un certain nombre d'éléments le statut, avec les conséquences que ça peut avoir sur un sentiment d'oubli, de crainte d'oubli ou de dévalorisation de certains salariés. Alors, évidemment, ce que j'exprime sur les obstacles et les inconvénients, ça s'inscrit dans le cadre global qui comprend tous les avantages que Catherine a exprimés et qui, bon, globalement, quand on fait des retours d'expérience, que ce soit chez nous, chez Rojimbo, mais aussi chez Santaris, sont globalement positifs. Évidemment, il y a ces points de vigilance à prendre en compte, mais on a constaté qu'une minorité de collaborateurs souhaitaient ne pas venir travailler. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs le retour d'expérience des autres professions. Et bon, je vais poser la question en premier à Virginie sur son retour d'expérience dans le domaine, sur ce qu'elle a pu mesurer sur la capacité de ses salariés, puisque tout à l'heure, j'ai entendu exprimer qu'il y avait des questions qui se posaient au départ sur l'autonomie des non-cadres. Alors, finalement, puisque tout le monde a dû être en télétravail du fait du confinement, comment s'est passée l'adaptation pour ces personnes? Oui, merci. Alors effectivement, je crois que la difficulté un petit peu là dans le jugement, en tout cas le ressenti que l'on peut avoir sur le télétravail, c'est que finalement, il nous a été imposé et qu'en 24 heures, on s'est tous mis en télétravail du fait d'une situation qui nous l'imposait. Et qu'évidemment le jugement du coup notre ressenti est un petit peu biaisé de ce fait-là. Alors moi globalement ce que je peux dire c'est que on a quand même observé et ça je pense qu'on est nombreux à avoir observé cela, c'est que entre la première période de confinement dans laquelle il a fallu mettre en télétravail l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices, quel que soit leur niveau d'autonomie et quel que soit leur statut dans le cabinet, donc tout le monde est parti avec ses dossiers, ses écrans et ses ordinateurs chez lui. Et je crois que alors c'est sûr que dans un temps 1, tout le monde était très très ravi de pouvoir rester chez lui, non pas sur le plan du loisir, mais surtout parce qu'il s'est senti protégé d'une situation sanitaire qui était un peu compliquée et du coup c'était une sensation de rester à l'abri. Bon, alors ajouter à ça les enfants qui, pour ceux qui ont des enfants en âge de scolarité à la maison, étaient à la maison, donc de toute façon une nécessité de s'occuper des enfants. Et donc je crois que dans un temps 1, les gens étaient très favorables à ce télétravail et ne souhaitaient pas revenir dans les cabinets. En tout cas, moi, je vais parler pour mon cabinet, ne souhaitait pas revenir au cabinet. Et lorsqu'il a été question de les faire revenir, ça a été extrêmement difficile de les faire revenir au cabinet. Parallèlement à ça, on a rencontré un certain nombre de collaboratrices. Alors chez moi, j'ai un public qui est plutôt féminin dans les collaboratrices, parce que 81% à peu près du personnel sont des femmes. Et on s'est aperçu qu'en fait, on était dans un espèce de truc un peu compliqué avec un surcroît de travail complètement incroyable du fait que nous on est experts comptables, donc on a été bien évidemment très très sollicité par les clients qui se trouvaient dans une situation sidérante et qui nous ont appelés alors que notre période, on était en pleine période d'arrêté des comptes pour les 31/12, donc on était déjà extrêmement chargé en termes de travail. Donc je crois que très très rapidement on a un grand nombre de collaborateurs et collaboratrices qui ont perdu pied
et qui se sont sentis un peu dépassés par les événements, isolés chez eux et franchement ça a été compliqué quand même à gérer. Et cette deuxième période de confinement que l'on est en train de vivre s'est traduit. Alors là, nous, ça a été très net. On a 80% des collaborateurs qui n'ont pas voulu aller en télétravail, qui ont souhaité rester au cabinet parce qu'ils savaient que les conditions de travail allaient être évidemment, alors qu'on est tout à fait équipé en outils de dématérialisation. Enfin, il n'y a aucun problème technique par rapport au télétravail, mais c'était plus exactement ce que tu expliquais, une problématique un peu de dépression et de sensation d'isolement, de perte de relationnel, d'un besoin de relationnel en fait avec les collègues et du coup je crois que ce paramètre psychologique il est extrêmement important, enfin en tout cas il est extrêmement important dans la mise en œuvre du télétravail qui doit absolument être choisi et non pas subi, et que lorsqu'il est correctement mis en place, lorsqu'il est réfléchi, je pense que c'est un très bel outil pour lesquels les collaborateurs sont tout à fait demandeurs, mais il faut absolument qu'ils s'inscrivent il faut qu'il y ait des règles et notamment la règle de base que l'on peut mettre en application là parce que les enfants sont à l'école et qui n'était pas possible la première fois. Et le télétravail, ce sont des horaires de bureau, c'est pas je travaille le soir entre 10h et minuit quand les enfants sont couchés ou le samedi et le dimanche. Donc je crois que globalement l'expérience télétravail pour moi est positive et en fait ce télétravail imposé nous a vraiment fait réfléchir et progresser. Mais je crois que s'il n'est pas mis en place avec un cadre et avec des outils et avec un certain nombre de règles, je crois qu'il peut ne pas être très adapté. Donc voilà. Mais il y a un volet psychologique, je crois que tu as bien mis en avant, qui est extrêmement important à prendre en compte, d'isolement, de solitude et de nécessité de garder le lien en fait avec les collaborateurs. Donc moi, en tout cas, pour ma part, je ne crois pas du tout enfin, en tout cas, pour mon activité, un télétravail à 100% est très compliqué. Et je pense que nous, en tout cas, la bonne formule pour nous, c'est 2 jours de télétravail et 3 jours en présentiel. Ça nous semble être un équilibre assez adapté par rapport à notre métier et notre fonctionnement. Merci Virginie. Est-ce que vous êtes à peu près dans cette situation, Olivier également, avec éventuellement ces mêmes proportions entre le présentiel et le distanciel? Juste avant, Olivier, pardon, excuse-moi Olivier, juste avant, je vais devoir vous quitter parce que j'avais d'autres engagements et j'avais prévenu, donc je vais devoir vous quitter. Excuse-moi Olivier. Merci beaucoup Virginie d'avoir été là. Merci à vous pour nous faire partager ton expérience. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Très rapidement, en 3 points. D'une part, moi je souscris à tout ce qui a été dit sur peut-être les limites du télétravail. Aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a pas eu du télétravail finalement en mode normal. On a plutôt été en télétravail subi, avec une courbe un peu bizarre, sidération en mars, avec tout le monde en télétravail, ou presque tout le monde en télétravail du jour au lendemain. Une difficulté effectivement parmi les collaborateurs à revenir progressivement en mai et juin, tout le monde présent en juillet, septembre, et à nouveau en octobre, reconfinement, avec là finalement des réactions extrêmement diverses. Ceux qui étaient très contents de repartir en télétravail et ceux qui avaient beaucoup de réticence à y retourner. Le ministre du Travail, le Premier ministre ont été clairs, la règle c'est le télétravail. Donc nous-mêmes, à la direction de l'entreprise, qui étions parfois un peu réticents au travail, on a obligé certains collaborateurs à retourner en télétravail, donc ça avait un côté un peu schizophrénique, mais bon, finalement ça a été accepté, avec certains collaborateurs qui néanmoins souhaitaient être en présentiel tout le temps. Et j'ai même eu ce matin le courrier d'un collaborateur qui justifiait de la nécessité qu'ils soient en présentiel tout le temps. Ce télétravail subi en fait appelle une deuxième réflexion quand même, c'est que finalement c'est un facteur d'accélération des enseignements du télétravail. On va, je pense, en quelques semaines avoir très vite et pouvoir tirer très vite chez chacun d'entre nous les bonnes pratiques du télétravail, puisqu'il ne faut pas mettre en pratique, et notamment, je pense, et on parlait de sens, le sens au travail,
je pense qu'il va y avoir une vraie réflexion là-dessus et qui sera d'ailleurs assez intéressante parce que les collaborateurs qui, dans leur majorité, sont plutôt favorables au télétravail, je pense qu'ils n'anticipent pas encore les risques que ça peut éventuellement présenter pour eux, dans la mesure où ça risque de changer l'appréciation qu'on peut avoir de leur travail et donc l'organisation du travail en télétravail. On passe aujourd'hui finalement de tâches multitâches ou d'une journée de travail faite en présentiel à une journée de travail faite chez soi. Et en fait, c'est pas du tout la même chose. Pour le manager, c'est pas du tout la même façon de le suivre. Je pense que ça va probablement évoluer vers je te donne des tâches, tu réalises ces tâches et à la fin, on fait le décompte des tâches qui ont été réalisées. Alors, c'est peut-être un peu brutal, c'est peut-être un peu froid, mais j'ai peur que ce soit un petit peu la façon dont plus tard Mais là, on déborde déjà un petit peu sur les enjeux managériaux qui sont la deuxième partie de la présentation. Tu as raison, Catherine, je suis en avance de phase. Marc, est-ce que en termes de timing, on en est où? On ne déborde pas? Vous débordez pas, mais vous êtes à point nommé si vous êtes sur le point de la conclusion. Bon. Anne, est-ce que tu avais des choses à rajouter? Oui, alors je vais juste rajouter sur le fait que là on s'est penché sur les salariés, mais effectivement, et pour faire le lien avec la présentation suivante, le constat a été fait qu'on a une pression énorme qui repose sur les managers. Le retour d'expérience du premier confinement, notamment, nécessite, comme l'a dit Olivier, repenser l'organisation et les relations de travail, parce qu'il est important, j'entendais parler d'éléments rassembleurs, mais c'est un vrai travail de garder le lien d'équipe. Le même niveau d'information, ça conduit à un autre type de management par les objectifs et un rôle qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est un rôle de prévention et d'alerte des risques psychosociaux, d'autant que c'est une responsabilité de la direction, une responsabilité légale. Ce qu'il faut souligner, mais là peut-être qu'on n'a pas le temps de développer, c'est que dans nos professions, métiers du droit et du chiffre, et en profession libérale particulièrement, les managers sont généralement des professionnels. Quand je dis professionnels, des gens qui viennent du cœur de métier, qu'on a fait évoluer vers le management. Ce ne sont pas des managers professionnels. Or, on se rend compte que manager, c'est un métier à part entière, qui n'est pas à confondre avec la supervision de dossiers. Et là, on a vu des managers très perturbés parce que le management, ça consiste pas à avoir ses collaborateurs en visuel autour de soi. Et ceux qui fonctionnaient de cette façon ont eu un vrai sentiment de perte de contrôle et ont exprimé qu'ils étaient complètement démunis. Donc, il y a des outils à mettre en place qui sont pour le manager et l'employeur le maintien, justement, le moyen de mettre en place cette organisation indispensable dont parlaient Olivier et Virginie. Et je te repasse, puisque je suis juste dans le timing, la conclusion, Catherine. Merci Anne. Donc, comme Marc le disait en préambule, seuls 25% des cabinets de propriété industrielle qui ont été sondés avaient déjà mis en place le télétravail dans leur cabinet. Aujourd'hui, effectivement, on a tendance un petit peu à ramener le télétravail à ces périodes consécutives successives de confinement, mais on est quand même conscient que le travail à distance n'est plus une option, c'est vraiment le challenge du 21e siècle et il commence dès maintenant. Donc je pense que les entreprises doivent prendre le temps de la réflexion pour négocier en fonction de leurs spécificités des accords simples, souples, sécurisés et qui correspondent parfaitement à leur entité. Je conclurai aussi sur des propos que j'ai entendus qui étaient fort intéressants et étaient tenus par Jean-Emmanuel Rey, qui est professeur de droit à la Sorbonne, qui disait que bien qu'il soit clair que la tendance veut qu'on se dirige tous vers cette nouvelle forme d'organisation du travail, il faut néanmoins rester vigilant sur les risques de délocalisation de certains métiers, voire même d'une ubérisation, car le salarié ayant une obligation de résultat, travaillant à ses propres horaires, pourrait facilement devenir un travailleur indépendant. Et au moment de légiférer sur l'organisation du télétravail, veiller à ne pas s'enliser dans une guerre des coûts qu'on commence déjà à entendre, c'est-à-dire la prise en charge par les employeurs des mètres carrés utilisés à des fins professionnelles. Merci à Anne, merci à Olivier pour leur intervention, merci à Marc de nous avoir permis de participer à ce webinaire. J'espère que nous avons pu un petit peu vous éclairer sur ce sujet
qui est d'actualité, mais qui va l'être encore davantage. Je te repasse la parole, Marc. Merci beaucoup et je vous confirme que j'ai eu des petits messages qui ont confirmé l'intérêt de tout ce qui a été dit et je pense qu'effectivement ces témoignages-là permettent à chacun, on se reconnaît dans beaucoup d'exemples, mais ça permet de se remettre un petit peu en situation et de faire le lien entre différentes expériences sur lesquelles il n'y a pas forcément de mots posés. Je trouve que c'est toujours très instructif comme ça ces échanges et surtout encore une fois tel que Emerage les organise au niveau interprofessionnel, ça permet aussi d'enrichir le débat de manière que j'apprécie beaucoup personnellement. Merci. J'ai par ailleurs bien aimé le lapsus de Anne qui nous a expliqué qu'il y avait une grande difficulté créée par le télétravail à gérer la frontière entre la vie professionnelle et la vie professionnelle. Oui, ça laisse peu de place à la vie personnelle, mais je trouvais que c'était à point nommé. J'ai eu deux petites questions qui ont été posées concernant la productivité. C'est-à-dire, est-ce il y a des différences de productivité entre les différents niveaux de confinement et l'organisation? Je vous propose qu'on revienne sur ces questions-là après coup et qu'on rééchange juste pour garder un peu le rythme des interventions et je garde ces petites questions, c'est juste pour dire aux gens qui les ont posées que je ne les oublie pas et puis pour vous laisser le temps d'y réfléchir. Donc, est-ce que la productivité observée est la même pendant le premier et le second confinement? Une autre petite question sur comment maintenir les équipes motivées à distance, y compris lorsqu'on observe des baisses d'activité. Ça peut être des sujets dans nos professions, effectivement, qui peuvent être un peu sensibles. Donc voilà, je laisse tout le monde réfléchir à ça et je passe la parole tout de suite à Caroline Del Torchio pour avoir l'avis de l'expert. Et justement, là, on a posé beaucoup de constats, de diagnostics, de retours d'expérience, mais il y a aussi des méthodes et des manières de gérer tout ça. Et je pense que Caroline a des choses intéressantes à nous dire là-dessus. Donc, je vous passe tout de suite la parole. Merci, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous. Vous m'entendez bien? Parfaitement bien. Très bien. Très bien. Alors oui, alors, effectivement, en fait, peut-être pour démarrer cet échange sur le management à distance, j'aimerais démarrer par un premier constat, c'est qu'on parle jamais de ce que le manager, lui, il a à gagner. Quand on voit tous les articles qu'il peut y avoir sur le sujet du télétravail, on parle souvent, et d'ailleurs vous l'avez abordé à nouveau ce soir, des gains pour les collaborateurs, des gains pour l'entreprise avec les gains des mètres carrés, etc. notamment, mais plus rarement, voire quasiment pas, on parle de ce que le manager, lui, a à gagner avec la généralisation du travail à distance. Alors, plusieurs réponses, hein, évidemment, il y a des difficultés en plus pour lui, hein, mais il a aussi des vrais, c'est aussi une vraie opportunité pour lui. Hein, c'est d'une part d'avoir des collaborateurs plus autonomes, parce que on peut se dire qu'effectivement il faut des collaborateurs autonomes pour pouvoir leur donner accès au travail à distance, mais on peut aussi partir du principe que le travail à distance est une bonne façon de muscler un certain nombre de nouveaux réflexes et de développer l'autonomie. Hein, donc le fait d'avoir des collaborateurs plus autonomes permet au manager, lui, de se concentrer davantage sur des tâches de fond. Voilà, tout simplement. Deuxième point, le fait que le manager ait des collaborateurs plus autonomes, plus responsables, fait qu'ils vont résoudre par eux-mêmes un certain nombre de problèmes, alors qu'ils seraient probablement allés le voir en temps normal. Et puis, il a surtout des collaborateurs qui sont plus motivés. Hein, je sais qu'il y a une question là spécifiquement sur la motivation, mais évidemment, les mécanismes de la motivation sont les mêmes en présentiel et en distanciel. Et comme mécaniquement, le travail à distance, il augmente la sensation de liberté, d'efficacité, de vérité, etc., qu'il augmente l'équilibre pro-perso, la flexibilité, alors on a des collaborateurs qui sont plus motivés et donc qui sont plus performants. Et c'est évidemment un gain pour le manager. Voilà pour une petite introduction. Alors, il n'y a pas de règles, si je puis dire, de règles spécifiques au management à distance. Simplement, tout défaut de management sera amplifié avec le travail à distance, puisqu'il y a ce fameux effet loupe, hein, et tout ce qui est difficile et compliqué en présentiel devient insupportable à distance. Hein. Je pense qu'on l'a tous vécu avec les réunions.
Quelqu'un qui s'écoute parler, qui parle une demi-heure en monologue, en réunion, en présentiel, c'est pas sympathique, mais en distanciel, c'est juste presque pas supportable. Eh bien, effectivement, un défaut de management, de la même façon, sera accentué. Alors le deuxième point, c'est que avec le confinement, et effectivement, il faut bien distinguer un télétravail occasionnel, même si très régulier, d'une période de confinement, mais cette période de confinement a révélé un peu quand même 3 figures managériales. Hein. La première figure managériale, c'est, je l'appelle un peu le manager avec des œillères. Hein, c'est-à-dire qu'il va tout faire pour reproduire en distanciel les conditions du travail en présentiel. Donc il va pas, par exemple, prendre en compte le fait que les réunions à distance, c'est beaucoup plus fatigant. Du coup, dans ces équipes-là, les réunions, elles se sont enchaînées, sans temps de pause, parce qu'on sait qu'avec la distance, on a beaucoup moins de temps de pause. Et la conséquence pour les équipes qui ont eu des managers comme ça, avec des œillères, si je puis dire, eh bien, la conséquence, c'est que à la fin du confinement, ce sont des équipes qui ont été épuisées. La deuxième figure managériale, je force le trait, hein, c'est le manager angoissé. Hein, c'est-à-dire qu'il va être dans une logique d'accroître la surveillance à distance. Hein, et en plus, on sait qu'avec les moyens technologiques maintenant, on peut vraiment le faire. Et on peut tout à fait faire du micromanagement à distance. D'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi, j'imagine qu'avec certains de vos métiers, ça doit aussi être impactant, hein. Mais aux USA, il y a eu un boom vraiment très important des logiciels de surveillance, des outils qui faisaient des photos, des captures d'écran toutes les 10 minutes pour voir ce que faisaient les collaborateurs. C'est d'ailleurs à cause de ça, en 2012 ou en 2013, que Yahoo avait finalement décidé d'arrêter le télétravail, parce qu'il y avait trop de déviance managériale dans le sens du contrôle. Alors du coup, quand on a un manager qui est plutôt un manager type angoissé, eh bien la conséquence pour les équipes, c'est qu'il y a vraiment une détérioration du lien professionnel, une détérioration de la confiance, et avec des collaborateurs qui vivent très très mal ce développement du contrôle. Bon, et puis heureusement, et c'est dans la majorité des cas, il y a, on peut l'espérer, des managers qui se sont mis à faire différemment, qui se sont remis en question, qui ont remis en question leur pratique managériale, qui les ont aussi adaptés à chacun de leurs collaborateurs, hein, parce qu'il y a pas deux bonnes façons de manager à distance, mais qu'une façon adaptée au cas de chaque collaborateur, de son niveau d'autonomie, d'ancienneté dans l'entreprise, qui ont réussi à fixer des objectifs réalisables, qui ont recréé un environnement de travail virtuel avec une absence de, par exemple, de réunions le midi, des plages horaires de disponibilité, etc. Et effectivement, ce sont dans ces équipes que le travail à distance et la période du confinement a été la mieux vécue. Donc, je sais pas s'il y a peut-être des remarques ou si on les garde pour la fin à ce stade. Je peux d'ores et déjà relayer une question, je pense que sur laquelle on pourrait rebondir. C'est-à-dire que ce qui ressort, notamment de votre introduction, c'est que on peut considérer que le télétravail augmente la motivation. Et on peut avoir aussi des dirigeants qui ont plutôt le tropisme inverse, qui considéreraient que les occasions d'être distrait ou d'être dérangé ou d'avoir des conditions de travail compliquées vont, pour le coup, à l'inverse, réduire la motivation professionnelle au bénéfice de toutes ces sollicitations personnelles. Donc, votre point de vue sur cette vision un peu dichotomique? Oui, effectivement, hein, quand on fait des études d'engagement, de motivation, etc., on voit que la possibilité de télétravailler est vraiment un élément très très fort dans la motivation du collaborateur. Et je ne sais pas si vous avez vu cette étude récemment où les employés, les candidats à un poste étaient prêts à perdre jusqu'à 8% de salaire pour prendre un poste qui est autorisé, qui donnait accès au télétravail. Donc oui, ça impacte la motivation. Par contre,
Vous avez raison, et c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas plugger un travail à distance généralisé sur une organisation du travail et ou des pratiques de management qui n'auraient pas évolué, parce que à terme, si on poursuit avec les modes de fonctionnement du passé, ça fonctionne pas. Alors c'est pas tant la proximité avec la vie personnelle et puis c'est clair que quand on a vécu les expériences du confinement avec les enfants à la maison, c'est clair que c'est ça qui empiétait sur la motivation et on avait des vies qui devenaient très 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 compliquées et donc effectivement la motivation s'en ressentait. Mais ce qui est surtout impactant pour la motivation, c'est le fait d'avoir des rôles et responsabilités qui sont pas clairs, le fait de perdre des informations parce qu'on n'utilise pas bien les outils collaboratifs, parce que les personnes qui sont en présentiel s'échangent des informations, puis ceux qui sont en télétravail ce jour-là, ils n'ont pas accès à ces informations-là. Le fait de pas savoir sur quoi je peux prendre des décisions, ou le fait de pas être assez autonome, de techniquement ne pas être au niveau. Donc tout ça impacte négativement la motivation. Hein, vous avez raison. Donc du coup pour éviter cela, le message il est vraiment dans l'importance de transformer son organisation et ses pratiques de management avant de généraliser le télétravail. Quand je dis généraliser, c'est 2-3 jours par semaine pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde, pour les métiers éligibles. Merci pour ces éclaircissements. Est-ce que vous aviez encore... Oui, je vous laisse continuer. Oui, peut-être, voilà, c'était simplement ce que je parlais des différentes figures, donc c'était simplement pour aussi avoir un échange un peu plus interactif, mais effectivement, maintenant, je voulais vous proposer peut-être quelques pistes pour justement décrire un peu plus précisément comment manager, quelles sont les difficultés du management d'une équipe à distance. La difficulté pour un manager, c'est qu'il doit parvenir à manager des forces qui sont opposées quelque part. D'un côté, le développement de l'autonomie des collaborateurs, donc c'est un peu le côté force centrifuge du centre vers l'extérieur. Donc pour ça, il doit les accompagner, identifier les compétences à développer en priorité, etc. Et puis mouvement inverse, il doit faire en sorte de renforcer la cohésion de son équipe. Qui est fortement impacté par le travail à distance s'il ne fait rien. Donc ça, c'est la force centripète, si on peut dire, le fait de vraiment ramener de l'extérieur vers l'intérieur les collaborateurs. Alors, quand on prend ces deux constats-là, ces forces opposées, on peut en déduire les compétences managériales à développer en priorité. Donc, pour développer l'autonomie, le manager se recentre vraiment sur les services qu'il peut rendre à son équipe. Vous savez, on parle de manager ressources, de manager coach, alors ça j'aime moins, mais on en parle beaucoup quand même, de servant leadership, vraiment pour être en posture basse d'accompagnement, pour formaliser les tâches et responsabilités, faire respecter les périmètres d'autonomie, orchestrer le partage d'informations, et puis surtout assurer le développement professionnel de chacun, et garantir les bonnes conditions du travail à distance. Et puis, pour dépasser le risque d'isolement, de délitement de son collectif, donc là c'est pour favoriser justement le mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, la force centripète, là il faut que le manager il pratique un management hautement participatif pour maintenir un haut niveau d'émulation collectif. J'y reviendrai, on dit souvent que un des gros impacts négatifs du travail à distance, c'est le sujet de la créativité. C'est pas complètement vrai. Donc en fait, il n'y a pas de recette unique par rapport à l'évolution des pratiques de management, mais on sait que la marche, elle est plus ou moins haute en fonction aussi de la culture de son entreprise. Donc il y a 5 éléments culturels à viser dans une entreprise qui développe le travail à distance. C'est la culture du résultat, ça a déjà été abordé. Le fait de vraiment être centré sur les résultats et moins sur les moyens, laisser les collaborateurs s'organiser quand ils sont autonomes comme ils l'entendent et ne pas être sur le contrôle des moyens, mais bien uniquement sur le contrôle des résultats. Alors, la culture de la critique, une culture de la performance, elle peut pas aller sans celle de la remise en question et donc du progrès continu. Ça veut dire que
le manager doit accepter les critiques, les encourager, encourager la pratique du feedback. Ensuite, il y a la culture de la confiance, qui est un peu avec la culture du résultat, mais c'est vraiment de passer d'un contrôle a priori à un contrôle a posteriori, donner le droit à l'erreur, lâcher prise, respecter vraiment scrupuleusement les périmètres d'autonomie individuelle, et ça, c'est pas toujours simple. La culture collaborative, le fait de vraiment suggérer au manager de montrer à chacun de ses collaborateurs qu'il a une place importante dans le collectif, et puis développer les réflexes de partage d'informations, ça j'imagine qu'on y reviendra juste après dans la séquence sur les outils. Et puis la culture de la formalisation. On sait très bien que une entreprise qui généralise le travail à distance est une entreprise qui doit davantage codifier, développer la capacité à travailler de façon asynchrone, formaliser davantage de choses, et ce que je disais tout à l'heure, éviter à tout prix les risques d'une double culture orale et écrite. Parce que la configuration qui se dessine, c'est une configuration hybride qui est plus difficile quelque part à gérer de ce point de vue-là qu'une culture, qu'une organisation dans laquelle, un peu comme en ce moment, on est tous à 100% en télétravail. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y aura des collaborateurs au bureau et d'autres qui seront chez eux ces mêmes jours, y compris le manager. Et donc il y a des informations qui vont circuler à l'oral un peu comme avant, et puis qui ne seront pas du coup repassées aux collaborateurs en distanciel ces jours-là. Donc c'est vrai que la proposition là, c'est de vraiment proposer aux managers d'étudier et au comité de direction d'étudier un peu où en est leur entreprise par rapport à ces thèmes-là, de telle sorte à corriger les dimensions culturelles qui sont peut-être un peu plus fragiles dans l'entreprise. Voilà, alors je le disais tout à l'heure, peut-être juste pour terminer en 1 ou 2 minutes sur comment est-ce qu'on continue à développer la créativité dans une organisation qui a généralisé le travail à distance. Alors, vous avez dû voir, il y a des articles sur Internet qui circulent là-dessus, avec les tâches télérobustes et les tâches téléfragiles notamment, et typiquement on dit la créativité c'est pas possible à distance. Pourquoi? Et les arguments qui reviennent. Les échanges derrière les écrans, ils sont un peu aseptisés, on a tendance un peu à laisser couler, voilà. Donc, premièrement. Deuxièmement, on sait très bien que les bonnes idées, souvent, elles émergent au détour d'une conversation inattendue ou d'une rencontre un peu fortuite à la machine à café, etc. Voilà, donc c'est essentiellement pour ça qu'on dit que qu'à distance, qu'une équipe qui fonctionne à distance est moins créative. Mais en fait, c'est pas tout à fait le cas parce que le manager, il peut exploiter d'autres dimensions. C'est-à-dire que déjà, le travail à distance, il va mécaniquement renforcer l'indépendance d'esprit, et l'esprit critique. Le fait d'être distancié géographiquement va induire une distanciation sociale. Donc la tendance au conformisme va diminuer. Tout ce qui est influence psychologique aussi, et donc l'indépendance d'esprit va être favorable à l'intelligence collective parce qu'elle stimule l'esprit critique. Deuxièmement, il y aura davantage de diversité des points de vue parce que grâce à la plus grande diversité des lieux, de temps, de conditions de travail, le travail à distance va favoriser le développement de la diversité des points de vue. C'est clairement aussi favorable à la créativité. Puis le dernier élément, c'est que le travail à distance, il favorise la réflexion personnelle. Beaucoup de collaborateurs gagnent, beaucoup d'entreprises gagnent en performance avec le travail à distance parce que les collaborateurs peuvent travailler en étant plus concentrés sur des tâches de fond. Et cette réflexion personnelle préalable aux exercices notamment de brainstorming sont vraiment extrêmement favorables. Donc quand on est manager d'une équipe dans laquelle le travail à distance est fortement développé, il est intéressant du coup pour booster l'intelligence collective, même si mécaniquement elle est favorisée par le travail à distance, c'est de demander aux participants avant une réunion de brainstorming de bien avoir travaillé en individuel en amont, s'assurer que tous les participants ils ont bien eu le même degré d'information, parce que parfois on sollicite des gens pour participer à un exercice de brainstorming mais ils n'ont pas été assez informés ou n'ont pas forcément le niveau suffisant d'information pour contribuer, donc ça peut être accentué avec la distance. Animer la séquence de manière plus interventionniste, on n'a pas parlé des réunions mais c'est vraiment en lien avec ce que participatif.
quand on anime, quand on est en posture d'animation à distance, un peu comme maintenant, il faut animer de façon beaucoup plus inclusive, incisive, nommer les personnes, pas lancer des questions de façon générale, mais nommer, enfin interpeller les personnes par leur prénom, etc. Encourager, enfin quatrième point, hein, encourager l'expression des points de vue différents. Quitte en tant qu'animateur à donner raison à un avis qu'on partage pas mais qui serait minoritaire pour muscler l'équipe dans sa capacité à vraiment s'ouvrir à la diversité, et puis inciter à changer d'environnement de travail, hein, pour favoriser justement cette ouverture, hein. Je sais que dans les différents échanges que j'ai eu récemment, j'ai discuté avec une agence de com du groupe Publicis qui disait, moi, j'incite mes collaborateurs, donc des créatifs, hein, à travailler dans des cafés, etc., parce que notre métier, il est aussi de retranscrire la vraie vie, ce qui se passe dans la rue, et donc le fait de pouvoir travailler dans des endroits différents, y compris dans des cafés par moment, ça peut être propice à la créativité et à l'ouverture de ce qui se passe en dehors des bureaux et des locaux de l'entreprise. Donc voilà, évidemment, on pourrait parler de ce sujet des heures, mais voilà, j'ai fait un zoom particulier sur la créativité parce qu'on a souvent tendance à dire qu'elle n'est pas possible à distance. Donc elle est vraiment impactée négativement par la généralisation du travail à distance. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des réflexions, des remarques. Alors, moi, ma première remarque, c'est que par rapport à cette idée de la créativité mise à mal par le distanciel, moi, j'ai eu, dans les échanges qu'on a eus aujourd'hui, ça m'a inspiré beaucoup d'idées. Donc, je pense que la créativité n'a pas été freinée, en tout cas pour ce qui me concerne, par la distance. Et je trouve qu'au contraire, ça peut être, et je pense qu'on essaie d'en faire la démonstration, ça peut faciliter les échanges entre des gens qui ne se rencontreraient pas peut-être aussi facilement dans des circonstances dans lesquelles on peut pas organiser ce genre de choses voilà, avec les difficultés du distanciel, mais aussi avec plus de facilité de gestion de temps et d'espace qui permettent des rencontres qui se font pas autrement. Donc tout ça brasse des idées et donc permet d'être plus créatif. En tout cas, moi, ça m'en a donné. Et pour rebondir aussi, je pense que c'est des réflexions qui peuvent nous amener au sein d'associations, au bureau et dans notre comité à envisager des suites à tout ça, parce que les pistes que vous tracez impliquent effectivement qu'il y a, on va dire, une professionnalisation, une méthodologie à mettre en place autour de l'accompagnement de ces nouveaux modes de travail, et que je pense que nos membres et les cabinets, on pourrait organiser ensemble certainement des programmes de formation ou d'approfondissement un petit peu tout ce que vous avez évoqué, parce que je pense qu'il y a beaucoup à tirer de ces méthodologies pour qu'on puisse éviter de tomber dans les pièges dans lesquels on a dit que le confinement nous avait appris beaucoup, mais enfin bon, c'est un apprentissage aussi de temps en temps par l'erreur, avec peut-être des erreurs qu'on pourrait éviter. Donc je pense qu'il y a des pistes aussi pour approfondir la discussion et les échanges, et ça j'en suis ravi. Donc ça, on rebondira nous au sein de l'association certainement sur tout ça. Je fais la petite transition pour passer la parole, parce que le temps passe, à Éric Tonnelier. Merci encore, hein, Caroline, c'était très 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 intéressant. On a évoqué à plusieurs reprises le fait qu'une des conditions essentielles du télétravail, c'était effectivement l'infrastructure numérique et les capacités qu'on avait à pouvoir s'interconnecter les uns avec les autres et utiliser les bons outils. Donc on a sollicité Éric pour nous faire ce petit panorama des outils utiles, indispensables, et qui nous permettront de faire tout ça efficacement. Donc je vous passe la parole, Éric. Merci beaucoup. Panorama avec un sujet très large, parce que le télétravail, les outils collaboratifs pour le développement du télétravail, c'est quand même assez large. Donc je vais vous faire passer en fait notre analyse qu'on a chez Data 3D concernant le télétravail et les outils collaboratifs. Donc j'ai préparé de mon côté des slides. J'espère que tout va bien. Tout se passera bien. On ne les voit pas encore, mais ils devraient apparaître. Faut peut-être
couper le flux vidéo pour la bande passante, parce que le flux par contre est saccadé, il y a peut-être des problèmes de bande passante. Saccadé. Ok. Parfait, on voit. Cet écran-là, ça semble bon. C'est bon? C'est bon. Ouais, ok. Je vais essayer d'être assez court. Donc au niveau du télétravail, on utilise plusieurs outils, plein d'outils différents en fonction de différents domaines d'activité. Dans notre cas de figure pour la propriété industrielle, je travaille avec déjà différents cabinets au sein de la CPI, enfin avec la CPI et d'autres cabinets bien sûr. Et on a échangé particulièrement avec Monsieur Lermet sur les points qu'on pouvait aborder. Alors, en l'occurrence, la partie CRM, la relation client, qui est bien sûr très utilisée en télétravail. La partie outils collaboratifs. Et ensuite, notre point de vue qu'on a chez Data 3D sur des architectures mixtes concernant tous ces outils de CRM ou de travail collaboratif. Et après, je vous présenterai quelques solutions. Bon, ce ne sera pas exhaustif, mais vous aurez déjà quelques points sur lesquels on pourra surtout échanger. Je pense qu'il y aura des échanges qui pourraient être très intéressants à faire ensemble. Donc la partie CRM, je pense que beaucoup de gens connaissent déjà ces outils, où on utilise déjà des outils qui sont vraiment en place depuis très très longtemps dans le domaine, qui ont été développés pas seulement sur des solutions cloud, mais exactement aussi sur des solutions préalablement en local, ce qu'on appelle on-premise. Il faut faire un choix sur les solutions de CRM, surtout pour son suivi, de bien tenir compte de la pérennité de l'éditeur. Ça, on y tient beaucoup parce que chez Data 3D, on s'est aperçu avec les années, c'est qu'il y a beaucoup d'éditeurs de CRM, c'est quand même des produits qui sont moins utilisés bien sûr que des produits de traitement de texte ou de contact, etc. Il y a beaucoup de solutions de CRM qui disparaissent avec le temps. Donc il faut faire attention dans leur choix et voir si aussi ces outils ont des connecteurs qui sont prévus pour vos propres outils de métier, par exemple. Donc dans le marché du CRM, il y a un acteur majeur, c'est Salesforce. Alors, ça c'est vraiment l'acteur principal, mais c'est vraiment quand même axé sur des très grosses structures, en l'occurrence pour des très gros cabinets. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de produits concurrents, des produits simples qui sont accessibles pour des petites PME, qui sont vraiment des produits qui sont très 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 performants. Dans ces outils de CRM, on peut inclure aussi des options que nous on met en place chez Data 3D, qui sont des solutions de modélisation. Alors la modélisation, c'est quoi? C'est par exemple la génération de documents. La génération de documents par l'intermédiaire de formulaires intelligents. Alors ça se met beaucoup en place en ce moment dans beaucoup de cabinets où ils ont des sites internet, ils mettent en place des formulaires, les clients commencent à saisir des informations à l'intérieur, ça leur génère par exemple un contrat, un accord, etc. Et après, si vous pouvez avoir un suivi au niveau de votre client, vous récupérez toutes ces informations-là et ça vous permet d'accélérer en fait par exemple la création de documents type. C'est des solutions de génération. Alors ça a il y a plusieurs termes. Ça se met en place. Enfin, ça se met en place. C'est déjà bien placé. Il y a beaucoup de cabinets qui ont mis en place des sites web qui sont dédiés à ce genre de fonctionnalités. Dans l'autre partie qu'on voit plus, sur lequel on a plus à dire, c'est la partie collaborative. Alors, tous les outils collaboratifs,
ils existent depuis longue date. Tous les produits Microsoft Office, par exemple, Office 365, que tout le monde utilise tous les jours, hein, les Word, les Excel, PowerPoint et autres, ils sont déjà collaboratifs en soi. Ils ont déjà tout un tas de fonctionnalités de collaboration. Vous pouvez partager toutes ces informations-là par l'intermédiaire du cloud qui a été mis en place par Microsoft et qui est offert souvent dans la solution qui sont les solutions OneDrive. Mais après, si on n'a pas suffisamment de fonctionnalités à l'intérieur de Office 365, on peut considérer qu'il nous faut un outil réellement collaboratif. Alors les outils collaboratifs dédiés, comme là j'en cite quelques-uns qui ne vous diront pas forcément grand-chose, mais il y a Asana, Monday, tout ça, ce sont des très très grosses solutions qui fonctionnent sur le cloud, sont pas forcément adaptés à des petites structures. C'est souvent quand même pour, je dirais, au moins une quinzaine de collaborateurs pour pouvoir mettre en place des solutions comme Asana ou Slack. C'est souvent cher. Hein. Alors, on se rend pas compte, mais comme les versions d'essai sont souvent ça attire beaucoup de gens. Hein. Les versions gratuites, ça marche pas. De toute façon, faut oublier les versions gratuites. Mais ça augmente souvent très vite en fonction du volume de données, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de choses à regarder au niveau du choix d'une solution collaborative. Il faut bien regarder la prise en main, à quoi ça ressemble, faire vraiment, si vous faites vous-même, si vous faites pas appel à des consultants, faites attention à la prise en main de l'outil parce que vous allez mettre en place un outil collaboratif en plus des outils que vous avez déjà à l'intérieur de votre cabinet. Si l'ergonomie elle est complètement différente, ça peut poser des problèmes. Et est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que vous avez véritablement besoin d'un outil collaboratif? Il y a beaucoup de questions à se poser. Nous, on part du principe chez Data 3V que mettre en place un outil collaboratif, pourquoi pas, mais aidez-vous du service informatique pour qu'il automatise tout un tas de fonctionnalités. J'entends par là, vous recevez un mail avec une demande d'un client, automatiquement, ça va créer une tâche à l'intérieur de votre outil collaboratif. C'est pas la peine de ressaisir cette information-là. Il y a des solutions de connexion à travers les outils de messagerie, même à travers les outils de visio maintenant avec de la reconnaissance faciale, qui créent automatiquement des tâches dans les outils collaboratifs. Donc ça rejoint toutes les informations que je mettais en dessous. Vous avez dans les outils collaboratifs, souvent on fait des choix sur des outils collaboratifs en fonction des demandes des clients. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, souvent éclectiques, je veux obtenir un tableau de telle forme, telle couleur, avec des triangles à droite, à gauche. Il faut bien choisir l'outil pour qu'il puisse s'adapter à tout ça. Parce qu'ils ne le font pas tous. Parfois, vous le subissez. Ses fonctionnalités et son ergonomie. Bon, c'est souvent intégré dans les CRM. Souvent, c'est pas séparé. On a fréquemment, en l'occurrence, le CRM Vitaiger, dont je parlerai tout à l'heure, c'est un concurrent beaucoup moins cher que Salesforce. Il intègre déjà des fonctionnalités collaboratives. Toutes les fonctions d'un outil collaboratif, très souvent, dans les outils collaboratifs, vous avez des solutions qui permettent d'échanger avec des solutions métiers. Hein, vous pouvez récupérer des informations, comme je vous l'expliquais précédemment, à l'intérieur d'un mail, à l'intérieur d'un outil de CRM. Il va y avoir des échanges entre ces deux solutions. Il y a des connecteurs. Il y a beaucoup de connecteurs qui existent vers l'extérieur. Vous avez parfois la visio qui est intégrée dans l'outil collaboratif. Le chat, c'est quasiment tous. La messagerie, ils le font tous, mais ils le font parfois sur une messagerie privée. Alors, c'est encore un autre système de messagerie en plus de votre Exchange, donc là, ça qui pose un problème. Mais il faut bien regarder que vous ayez un connecteur possible avec votre service de messagerie. Tout le monde n'a pas Exchange. Il y a des gens qui ont encore des solutions de messagerie qui peuvent avoir malheureusement du Gmail. Là, il faut nous appeler parce qu'il faut vite changer. Ça permet, alors ça rejoint un petit peu quelques points qui ont été énoncés tout à l'heure. On s'est aperçu là que les outils collaboratifs, comme ils sont quand même très évolués à présent, et très rapides, très temps réel, qu'ils offrent des solutions de visio, de chat et tout ça, contrairement aux mails, hein, on vous envoie un mail et tout, ça recrée un petit peu de lien, ça aide un peu quand même.
Globalement, il y a quand même du mieux et ça s'est amélioré alors si on prend notre période actuelle de confinement, on a eu des améliorations très importantes au niveau technologique, c'est surprenant, entre mars et là, fin d'année. Tout ça parce que les Chinois ils ont quand même avancé énormément sur beaucoup de systèmes. Nous, au niveau de la pérennité des données, la sécurité des données, on s'est posé des questions assez simples concernant vos cabinets, particulièrement la protection industrielle. Il faut quand même se poser ce type de questions. Où est-ce que sont stockées vos données? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question lorsque vous enregistrez quelque chose sur OneDrive ou sur Google Drive, où est-ce que c'est réellement? Alors ça c'est un véritable problème. Il y a des solutions de travail collaboratif qui sont entièrement stockées en France. Est-ce que je pourrais retrouver mes données d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans? Ça c'est un gros souci. Il y a beaucoup de cabinets qui ont des problématiques pour pouvoir les retrouver, ça c'est une chose, mais pouvoir les lire aussi, parce que les logiciels n'existent plus. Alors là, des solutions existent, mais il faut les préparer un petit peu en amont. Est-ce que ça rejoint la même chose, que je pourrais les consulter, les modifier? Suis-je soumis au Cloud Act ou au Patriot Act? Alors le Cloud Act, c'est sorti en 2018. Ça permet simplement à un juge américain de prendre la main de donner un document et puis dire voilà, je veux voir ce qui se passe sur ce serveur qui est hébergé à tel endroit. N'importe où dans le monde, il peut le faire. Vous avez des compagnies, enfin une société française, un éditeur français qui stocke toutes ces données au niveau de son outil collaboratif en France et qui permet d'éviter d'être soumis au cloud out. Bon, pour info, Google, ils ont encore modifié leur compte. J'ai écrit ça au dernier moment parce qu'ils ont envoyé encore une modification sur le stockage de leurs données photos, par exemple. Ils ont modifié encore le volume de stockage. Alors, quid du volume de stockage? Il faut savoir que, par exemple, OVH, qui avait un service de stockage cloud, ça a disparu il y a 4 ans. Alors, toutes les données ont disparu. Les gens ont dû migrer leurs données. Récemment, Orange avait mis en place Orange Exchange Online pour la messagerie. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont souscrit à ce système de messagerie professionnelle. Et Orange, ils ont arrêté d'un seul coup d'un seul. Donc les gens se sont retrouvés sans service de messagerie ou ont dû faire des migrations. Voilà, ça c'est quand même un gros souci. Au niveau chez nous, chez Data3B, ce qu'on aime bien proposer, c'est des solutions, et on a constaté que ça fonctionnait bien quand même, et que c'est bien en place pour les cabinets, c'est d'avoir des solutions mixtes. D'avoir une partie cloud pour tout un tas d'applications. Donc là, dans votre cas de figure, ça peut être du collaboratif, de la GED, de CRM, de la compta, etc. Tout ça parce que dans le cloud, ça marche très bien, c'est fonctionnel, il y a pas de problématique là-dessus. Il y a une très bonne disponibilité, c'est plus aucun souci maintenant. Les latences sont très faibles. Globalement, les connexions sont bonnes pour tout le monde. Et les mises à jour, là, on se pose plus la question, est-ce que je vais mettre à jour les logiciels de mes collaborateurs qui sont éparpillés à droite à gauche, ils sont bien connectés sur ce truc-là. Par contre, au niveau du stockage, au niveau de la pérennité des données, on se pose des questions et on trouve des solutions en utilisant quand même des serveurs locaux. En mettant quand même un serveur, rien ne coûte de mettre un petit serveur en local pour sauvegarder, faire un petit backup. Tout ça en se disant, si jamais j'ai plus la solution de CRM ou de travail collaboratif n'existe plus, j'aurai au moins une sauvegarde de toutes mes données, de tous mes messages, etc. Je vais pouvoir backuper toute ma messagerie. Les gens ne se posent plus la question en ce moment. Ils utilisent tous, par exemple, des services de messagerie comme Exchange Online. Et puis, dans 2-3 ans, ils vont vouloir consulter un mail maintenant parce que le stockage Microsoft Online, c'est 5 gigas et puis vous arrivez à 7 gigas puis vous avez plus de données. Vous avez
des solutions d'archivage et de backup de mails avec des consultations possibles et des recherches à l'intérieur de vos mails qui sont disponibles directement sur vos serveurs. Ça existe. On met ça en place très facilement. Vous pouvez vous axer vers une autonomie digitale, donc ça c'est un grand terme, mais en mettant en place ce qu'on appelle des NAS par exemple. Ce sont juste des petits serveurs qui sont complètement autonomes, fiables, très très fiables, avec des disques durs. On peut et nous on conseille encore d'avoir dans les entreprises de pas passer en 100% cloud parce que ça c'est hyper dangereux. Même si il y a du travail, je suis d'accord sur le travail à distance, mais le travail à distance, ça ne veut pas dire cloud 100%. Il faut penser qu'il faut préserver encore de la data en local. Dans certains cas, dans votre domaine d'activité, on peut vous imposer d'avoir évidemment une sécurité totale et que vos clients vous disent je veux absolument pas que les données soient stockées dans du cloud. Donc dans ces cas-là, c'est effectivement une solution, et vous êtes peut-être beaucoup d'entre vous encore pour des solutions comme cela, c'est-à-dire d'avoir des solutions client-serveur en local. Ça arrive forcément. Nous, ce qu'on préconise dans ces cas-là, c'est que si vous utilisez des solutions client-serveur local, vous pouvez potentiellement utiliser le cloud pour de l'archivage, pour du stockage. En plus, au cas où ça brûle. C'est toujours pareil. On peut tirer un avantage du cloud dans ce cadre-là. Dans les temps, là? Bon. Il va falloir conclure, oui, effectivement, parce qu'on arrive. De toute façon, je mettrai les slides sur notre site data3v.com et puis je les fournirai à la CPI. Oui, et j'en profite pour dire à ceux qui devraient nous quitter, parce qu'effectivement on est en train un petit peu déborder, que la séance est enregistrée, donc on mettra à disposition le contenu pour ceux qui veulent regarder la fin, notamment s'ils partent trop tôt. Merci. Ouais. Donc là j'ai résumé, j'ai pris quelques solutions que on préconise et qui sont accessibles pour le plus grand nombre. Hein, c'est pas des solutions onéreuses. Je tiens à le dire parce que les solutions gros système cloud, Salesforce et compagnie, ça chiffre. vTiger, concurrent 100% Salesforce, ça fonctionne dans le cloud, 100% cloud. Je ne sais pas où c'est hébergé, je ne pourrais pas vous dire. Par contre, nous, on met en place ces vTiger, on met ça en local, hein, sur des petits NAS, et puis ça permet de faire fonctionner ça en toute autonomie. Wimi Teamwork, c'est le produit français, je vous disais, qui est 100% français. Les serveurs sont en France. C'est un très beau produit, un coup de cœur, un très beau produit de travail collaboratif. Ça remplace à 100% Asana. Voilà, pour certains qui connaissent des produits collaboratifs, jetez un petit coup d'œil sur cette solution française. Et il n'y a pas de cloud out, vous n'êtes pas soumis au Cloud Act sur cette solution. Mind Manager, là c'est mon confrère Ashok qui connaît très bien le produit, qui est un outil de management visuel de gestion de temps, pareil collaboratif, tout ça c'est collaboratif aussi. Là c'est de la licence perpétuelle, donc on va dire c'est un peu à l'ancienne, mais c'est hyper performant, c'est français. Ça marche en local, ça marche sur un simple PC ou un Mac ou sur un serveur. Très très bien fait. Là pour la modélisation de documents, on passe forcément par du web, donc il y aura forcément une partie cloud. Ceci étant, les sauvegardes, vous pouvez les avoir forcément en local. Les solutions Legito, Documate et Lime Survey se rejoignent un peu toutes. Legito, c'est pour de la création de documents, de modélisation de documents Word, par exemple, où vous pouvez intégrer automatiquement des zones à saisir pour vos clients ou pour vos collaborateurs, avec un suivi de documents, avec des validations de documents. C'était très très bien fait, très performant. Ils ont installé, ce produit-là est installé dans des milliers de sites. Documate permet de faire un petit peu la même chose que Legito, mais de manière beaucoup plus simplifiée pour la création de documents Word et Excel avec un frontal, c'est-à-dire une vision, par exemple, pour vos clients qui complètent des formulaires. Vous pouvez mettre ça sur votre site internet, ça modernise aussi vos services, et puis
Franchement, ça montre que vous mettez en place de la transformation digitale à faible coût. Time Survey, c'est simplement, j'ai mis ça parce que pour dire que faut arrêter de faire des formulaires sur Google Forms, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Je vois sans arrêt ça passer dans les entreprises. C'est une catastrophe. Tout ce que vous saisissez sur un Google Form, c'est chez Google. Hein, que ce soit pour mettre toutes les informations que vous voulez dedans, ils les analysent et ils s'en servent. Time Survey, ça vous permet de mettre en place un système de formulaire. C'est ce que j'ai mis en place à la CPI, j'en suis content, parce que les données qui sont saisies dedans, ça reste chez nous et ça reste à la CPI. Ça n'a pas besoin d'être envoyé chez Google. GlobalScape Workspace, c'est l'équivalent d'un Dropbox, d'un OneDrive, d'un Google Drive, mais chez vous, sur votre propre serveur. C'est-à-dire que vous avez exactement la même fonction, vous partagez, vous synchronisez et tout, mais c'est chez vous. On tient à ça, hein, quand même, chez Data3V. Et juste un petit point pour vous parler, juste pour vous dire que les VMware, les machines virtuelles, c'est une des solutions pour pérenniser les données dans le temps. Vous avez des problématiques de garder vos données sur 10 ans, 15 ans, etc. Les machines virtuelles font partie de ces solutions parce que vous pouvez mettre ça dans une sphère, le ranger dans un disque dur physique et garder ça chez vous. Et dans 3 ans, 10 ans, vous pouvez rallumer ce disque dur et votre machine elle fonctionnera. Votre vieux Windows 3.11, si il fonctionne encore avec des data à l'intérieur, avec des données qui appartiennent à vos clients qui vous sont primordiales, vous pourrez imaginer de les garder avec un produit comme VMware. Voilà, Merci. Merci beaucoup Eric. N'hésitez pas à m'écrire, me téléphoner, m'envoyer un mail et je mettrai toutes ces informations à votre disposition. Merci. Merci beaucoup. C'était effectivement un défi de faire le point en un quart d'heure sur toutes ces questions très vastes, mais je pense qu'on a là aussi des pistes qu'on se fera un plaisir d'approfondir. Il me reste déjà à m'excuser parce qu'on a débordé un petit peu sur le temps et j'en suis désolé, mais je pense que la richesse des échanges méritait qu'on y passe un petit peu de temps et comme j'ai dit tout à l'heure, toute la séance a été enregistrée et on s'efforcera de remettre tout ça en ligne pour ceux qui auraient loupé une partie ou qui voudraient revenir sur ces échanges-là puissent le faire à tête reposée. Donc il me reste à remercier très chaleureusement tous nos intervenants. J'ai été personnellement très heureux, impressionné de la qualité des échanges et de la richesse des contenus. Donc je vous remercie tous très vivement. Je remercie bien entendu tous les participants et j'espère que vous avez trouvé tous dans les informations des éléments utiles et qui vous inspireront sur ces sujets. Nous reviendrons sur des questions au sein de l'association dans les prochains comités pour voir comment on peut poursuivre toutes ces réflexions. Et surtout, on vous donne tous rendez-vous le 10 décembre prochain pour compléter le tour d'horizon autour du télétravail. On abordera cette prochaine séance, les questions juridiques, les questions immobilières qui ont toutes été évoquées là, et puis on approfondira cette question informatique autour des problèmes de cyber-risque et de sécurité. Merci encore à tous. C'est le moment toujours un peu abrupt en visio de se dire au revoir. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.